Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue en direct du studio 147 pour un nouvel épisode d'Écoutons le futur, une émission du podcast Objectif Tech produite par Capgemini qui permet de mieux comprendre l'impact des technologies et de s'orienter dans un monde qui accélère et se transforme. De la structure d'une coquille qui combine légèreté et résistance à la capacité de certaines microalgues à capter les polluants, la nature est un réservoir d'idées pour ceux qui savent l'observer et s'en inspirer. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'innovations émerge au croisement de la biologie, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, des matériaux capables de s'auto-réparer, des surfaces bactéricides sans traitement chimique ou encore des bâtiments qui se régulent comme des organismes sont autant d'avancées qui témoignent d'une industrie du futur qui imite ce que le vivant fait depuis des millions d'années. Alors si cette manière de produire autrement signifie moins de besoins énergétiques, moins de déchets, moins de dépendance aux ressources fossiles, elle implique aussi de nouveaux modèles industriels capables de répondre aux défis climatiques, économiques et sanitaires. Dans cet épisode, nous allons explorer ce basculement, comment la nature devient aujourd'hui un modèle industriel crédible et pourquoi cette transformation pourrait compter autant pour la transition écologique que pour l'avenir de nos technologies. En présence de nos trois invités, Laura Magro, vous êtes directrice du développement scientifique du Centre d'études et d'expertise nationale en biomimétisme, c'est le CEBIOS. Sydney Rostand, vous êtes fondateur et présidente de Bionov Group. Sandra Rey, cofondatrice et PDG d'Anima, et puis notre chroniqueur Nassardine Genfood, vous êtes docteur en génie mécanique chez Capgemini Engineering. Bonjour et bienvenue. Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se poser cette question. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque le terme de biomimétisme ? Laura Magro, vous êtes directrice du développement scientifique du CEBIOS. Pour vous, il s'agit avant tout de remettre la biologie au cœur des systèmes de conception. Oui, vous l'avez dit en introduction, le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour innover durablement. Ça repose sur trois piliers essentiels. D'une part, cette pluridisciplinarité qui fait l'interface entre biologie et ingénierie. D'autre part, des méthodes, des outils, des méthodes pour que ce soit pas le fruit du hasard de regarder le vivant et d'en transposer les observations, les mécanismes. Et enfin, évidemment, au service de la durabilité, c'est-à-dire qu'on va regarder le vivant pour des questions de sobriété, d'adaptation, de circularité. Et si on se rappelle que l'ensemble de nos activités humaines doivent s'inscrire dans des limites planétaires, dans des cycles biologiques, dans une interdépendance de questions climat et biodiversité, remettre la biologie au centre de tout enjeu de conception, ça nous semble être le mouvement le plus intéressant pour que les solutions qu'on va développer aujourd'hui ne deviennent pas les problèmes de demain. Une source d'inspiration, si je comprends bien. Sandra Rey, cofondatrice et PDG d'Anima, c'est aussi une nouvelle manière de résoudre les problèmes. Oui, c'est une nouvelle manière de résoudre les problèmes parce que ça demande de décaler un peu le débat, de remettre en question la manière dont on observe aussi ce qu'il y a autour de nous pour changer nos méthodes de travail. Ce qui est intéressant dans le vivant, c'est que tout ce qui a été développé au cours de l'évolution, les 3,8 dernières milliards d'années, ça permet de réduire le risque finalement d'innovation potentielle puisque ça a été testé à l'échelle, éprouvé, testé dans des conditions extrêmes. Et donc, c'est aussi un moyen de réduire le risque pour les entreprises de s'inspirer de tout ce qui a été fait et prouvé à l'échelle dans la nature. Évidemment, la nature a une manière de concevoir très différente de la nôtre. Elle est tout le temps à la recherche, en tout cas, des solutions qui passent l'évolution de solutions qui dépensent moins de matière, moins d'énergie, donc qui sont toujours dans l'optimisation, pas dans la performance. Trouver la justesse entre consommation d'énergie, consommation des ressources. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose de très nouveau quand on pense à comment on innove dans l'industrie. Sydney Rostand, fondateur et président de Bionov Group. Quelles sont les applications ? Alors, à quoi ça sert fondamentalement ? Alors oui, c'est super important à mes yeux, Valère, de pouvoir concrètement expliquer l'utilité du biomimétisme. Il ne faut surtout pas en faire une fin en tant que telle. Donc, c'est-à-dire que les industriels, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, vont pas faire du biomimétisme pour le plaisir de recentrer la biologie. On atteint ça au bout d'un certain temps. Le but principal, c'est de faire en sorte que l'industriel gagne en compétitivité technologique et effectivement aussi en soutenabilité technologique. Donc pourquoi ça fait sens de faire du biomimétisme ? Tout simplement, quand on regarde les départements de recherche et développement, leur objectif aujourd'hui, c'est d'innover plus vite, d'innover à moindre coût, effectivement réduire le risque, et de faire en sorte de faire face à la pression réglementaire. Par exemple, je veux trouver une alternative au PFAS, polluant éternel. Donc effectivement, c'est là que ça fait sens en fait de faire du biomimétisme, c'est d'aller essayer de challenger les méthodes d'innovation conventionnelles
que les industriels ont depuis des décennies par effectivement un autre regard, une autre manière de faire. Et donc, moi j'en parle souvent avec nos clients, leur problématique principale, c'est de sortir de ce qu'on appelle des biais de fixation. Quand vous allez voir des ingénieurs de chez Thales ou de Airbus, ça fait effectivement 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui conçoivent tel ou tel, je ne sais pas, par exemple un échangeur de chaleur d'une manière spécifique. L'idée de faire du biomimétisme, c'est de se poser la question, ok, comment est-ce que la nature s'y est pris pour faire un échange de chaleur ? Comment est-ce que la nature fait de la convection, de la conduction, de la dissipation, par exemple via des infrarouges, etc. Et c'est là qu'il y a un intérêt. Donc l'application, pour répondre à votre question principale, c'est effectivement de gagner en productivité de recherche et de développement, que ce soit pour gagner en performance face aux concurrents ou répondre à des pressions écologiques qui sont tout aussi légitimes. Et d'ailleurs l'intérêt, Laura a touché ça du doigt, c'est de se dire qu'en fait c'est une des meilleures approche ou corde à l'arc possible pour un industriel, parce que à la fois on va s'inspirer de ce côté très éprouvé du vivant, donc très optimisé, très performant, et en même temps son côté sobre. Donc concilier en fait performance et sobriété, c'est l'objectif numéro 1, je pense, de n'importe quel industriel aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, le biomimétisme est plus qu'une simple curiosité. France Stratégie estime à plusieurs centaines d'équipes de recherche et d'entreprises qui exploitent déjà cette voie. Sandra Rey, aujourd'hui, est-ce qu'on considère que l'industrie bio-inspirée est en train déjà de changer d'échelle ? Alors déjà, je pense qu'on ne peut pas parler d'une industrie bio-inspirée. Comme le disait Sidney, la bio-inspiration, le biomimétisme, c'est un moyen, un outil, une méthode qui va permettre d'innover différemment, qui infuse toutes les industries. En revanche, ce qu'on observe, et clairement, moi je le vois dans mon métier, toutes les semaines, je source des dizaines de nouvelles startups qui font du biomimétisme. On l'observe chez des clients, des projets qui naissent tous les jours. Donc il y a un vrai engouement international. Mais pourquoi ? Parce que c'est justement pas une industrie, mais une méthode qui commence à avoir beaucoup de success stories et justement très transsectoriel. Évidemment, le sujet de l'IA qui arrive permet d'accélérer tout ça, donne accès à de l'interdisciplinarité, à de la traduction entre la biologie et les sciences de l'ingénieur qui n'était pas forcément possible avant et qui du coup rendent aussi possible cette appropriation. Et j'observe moi un troisième phénomène chez des startups que je peux rencontrer dans ma position d'investisseur qui sont que parfois il y a en fait des labos de recherche qui ne font pas intentionnellement du biomimétisme, mais en fait on se rend compte que ce qu'ils ont fini par trouver comme résultat sont en fait des mécanismes éprouvés dans la nature. Et donc, quand on s'en approche et qu'on essaie ensuite d'aller encore mieux ingénierer ça en allant regarder comment la nature a encore fait mieux que ce qu'ils avaient trouvé, c'est aussi une méthode pour accrocher les wagons. Et donc, souvent, dans ces labos, on se rend compte qu'en fait, les meilleures stratégies, les stratégies les plus optimisées sont en fait celles utilisées dans la nature. Donc, évidemment, si on fait la démarche inverse d'aller très rapidement regarder comment ça se passe, ça permet de gagner beaucoup de temps. Sidney Rostand, au vu de l'évolution de ces 10 dernières années, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien ? Ça fait déjà 50 ans en réalité que le biomimétisme existe dans les grands centres de recherche. Principalement, la recherche fondamentale, ça a été très impulsé aux États-Unis. Ça va être Caltech, Georgia Tech, Virginia Tech, Stanford, donc les grands centres de recherche et le complexe militaro-industriel américain à la base, qui a vraiment poussé cette notion-là. La problématique qui a perduré pendant très longtemps, c'est que c'était effectivement beaucoup de recherche fondamentale. La donnée possible pour le biomimétisme, principalement d'ailleurs biologique, est très dispersée, difficile d'accès, etc. Donc quand on regarde en fait ce qui s'est passé, c'est que vous aviez une difficulté de courroie de transmission par rapport aux industriels en aval. C'est d'ailleurs le principal objet de nous trois en tant qu'intervenants, c'est qu'effectivement on a des entreprises ou des entités dont l'objectif est de faire en sorte que les industriels se saisissent de ce sujet-là. Ce qui a bien marché, je dirais, c'est effectivement des verticales très précises. Donc, par exemple, les matériaux, la cosmétique, parce que les industriels de la cosmétique ont un lien, on va dire, historique avec le monde du végétal principalement. Donc ça, c'est des secteurs pour lesquels ça a bien marché. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se mentir. C'est qu'en fait, on est vraiment, si tu prends une barre de chargement de où est-ce qu'on en est du biomimétisme, on en est peut-être à 2-3% du potentiel. On a énormément de choses à faire. Maintenant, la complexité principale, le défi pour nos entités, pour nos entreprises, c'est de faire en sorte de faire que les industriels qu'on a en face puissent comprendre que le biomimétisme n'est pas une approche frugale, c'est pas juste, encore une fois, pour le plaisir d'en faire, c'est bien une approche qui va les faire gagner, comme je le disais tout à l'heure, en compétitivité. Donc ça, c'est un vrai défi. Ce qui marche bien pour le faire, c'est de prendre des use cases ultra précis, faire comprendre qu'on va travailler use case par use case, problématique par problématique, domaine par domaine. Et une fois qu'on fait l'épreuve, finalement, en fait, c'est assez fascinant,
Je le vois beaucoup chez nos clients. Tu as une équipe de recherche qui le fait, c'est une success story. Il y en a une autre juste après, etc., etc. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce qui marche, je pense, aujourd'hui pour ce domaine. En fait, effectivement, je partage beaucoup ce que dit Sandra. Surtout, ne pas parler d'industrie du biomimétisme. En fait, on parle pas par exemple, tu prends l'intelligence artificielle, on parle pas de l'industrie de l'intelligence artificielle. On parle de la tendance de fond, on parle de la transformation. C'est cross-sectoriel. Donc ça aussi, c'est un gain de crédibilité pour notre domaine. Laura Magro, directrice du développement scientifique du CBIOS. Est-ce que vous partagez ce constat ? La barre de recherche, on est à 2-3%. On ne parle pas d'une filière, mais on parle bien d'une tendance, tout ça ? Oui, complètement. Ouais. Alors sur cette question, je me sens un peu jugée partie à la fois parce que CBIOS a travaillé dès le début avec, par exemple, France Stratégie pour mener cette vision d'ensemble, cette structuration. En fait, ce qui va être nouveau, c'est que le biomimétisme a toujours existé dans la recherche. Des équipes de start-up ou d'industriels qui en font des petits projets par-ci par-là, ça a toujours existé, sauf que c'était plus le fruit du hasard et c'était pas structuré et visible pour rendre ça accessible à une stratégie nationale, aux décideurs, pour en faire un vrai levier de compétitivité et de soutenabilité. Donc CBIOS, très tôt, a mené cette cartographie des compétences académiques, cette mobilisation du tissu industriel pour en faire un vrai levier et pour effectivement faire gagner en crédibilité le biomimétisme. Donc on est aujourd'hui dans cette bascule-là. Et pour participer à ça, moi je peux vous inviter à regarder la série Nature égale Futur par la Belle Société Productions. C'est 4 saisons, une 50aine d'épisodes de projets français concrets qui ont émergé des laboratoires et des startups. Il y a le rapport Biomim Invest qui, dès 2023, par New Corp Conseil, éclairait sur la dynamique de startups bio-inspirées, de levées de fonds qui étaient associées. Et depuis 2016, en France, on a la chance d'avoir un événement Biomim Expo qui rassemble l'effervescence de cet écosystème avec des témoignages d'industriels, avec des travaux académiques les plus récents, avec des exposants qui ont des solutions à montrer. Donc oui, aujourd'hui, on a non seulement cette lame de fond, mais une structuration qui le rend visible et accessible. On va voir comment justement ce secteur s'organise, notamment en France, mais aussi à l'étranger. Laura, le CBIOS se positionne comme une interface entre les institutions publiques, les industriels, les scientifiques, avec quand même la volonté de quasiment créer une filière, donc. Alors, c'est pas le mot filière que je m'y tiendrai. Un écosystème. Plusieurs écosystèmes. C'est même une imbrication de différents écosystèmes. L'originalité de l'activité CBIOS, ça a été dès le début de se positionner à la fois dans de l'accompagnement de la R&D industrielle, comme le fait Sydney Rossan et d'autres acteurs, pour dire voilà, sur des cas très concrets, des problématiques de l'industrie, comment on le rend accessible, ce biomimétisme, mais très tôt d'accompagner ça par des espaces de jeu collectifs pour favoriser des alliances qui vont changer un peu la dimension qu'on peut avoir dans cette recherche d'impact. Donc on a des groupes de travail filières pour dire, pour des filières données, la ville durable, l'énergie, la cosmétique, c'est quoi les verrous spécifiques à cette filière pour aller plus loin dans ce qu'on attend du biomimétisme. Autre espace de jeu, c'est au contraire un programme qui s'appelle Biomig, dans lequel, soutenu par BPI France depuis 2021, on a une R&D collaborative transsectorielle. Et donc, il y a des verrous qui sont communs à toute l'industrie. Comment est-ce qu'on se crée des espaces de jeu pour vraiment lever ces verrous-là et accéder à des solutions qui sont mutualisables par plusieurs industries. Un dernier point essentiel pour nous, c'est que toutes ces démarches industrielles, elles peuvent pas être déconnectées d'un territoire ou d'une politique nationale en fait d'innovation. Et donc CBIOS très tôt a travaillé avec des collectivités territoriales, avec des régions, avec des opérateurs d'État comme l'ADEME pour s'assurer que les appels à projets, les politiques d'innovation, elles sont compatibles ou en tout cas elles favorisent cette réalité du biomimétisme industriel. Sydney Rostand pour Bionov Group, qu'est-ce que vous constatez dans les entreprises, mais aussi à l'international ? Je dirais qu'à l'international, on a effectivement une explosion du biomimétisme, principalement aux États-Unis et en Chine. On n'en entend pas assez parler, mais aujourd'hui, la Chine, ça représente probablement plus du tiers de la quantité en fait de sciences et de brevets. Ce qui est un signe du potentiel. Ce qui est un signe du potentiel. Faut pas se mentir, aujourd'hui, quand on parle d'industrie, c'est bien la Chine qui est faiseur de tendance. Et donc, peu importe le secteur, que ce soit la chimie, de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique, de la défense, etc., de la chimie, bien évidemment aussi, le biomimétisme est très présent en Chine, très très présent en Chine. Donc, d'une manière ou d'une autre, sans que ça soit encore une fois forcément admis et communiqué, c'est déjà extrêmement présent dans ces entreprises qui deviennent extrêmement compétitives. On le voit bien en fait dans l'automobile, par exemple, à quel point les entreprises chinoises sont très présentes et je peux vous garantir qu'elles ont des technologies bio-inspirées. Donc ça, c'est pour ce qui se passe à l'international. On n'est pas forcément mal logé en France, c'est pas ça le problème. Effectivement, on a des bons centres de recherche. En Allemagne, c'est le cas aussi. Et tout simplement, on bénéficie du dynamisme scientifique et industriel général européen. Mais force est quand même de constater qu'il n'y a pas non plus aujourd'hui une vraie
prise en conscience très claire en fait sur ce que c'est que le biomimétisme. Alors on fait effectivement des podcasts, on va faire des interviews, on va faire des conférences, etc. Et on en fait de plus en plus. Donc ça c'est un bon signal. Mais bon, c'est peut-être un peu mon côté pragmatique. Moi, à la fin, l'addition, c'est combien d'industriels payent pour ces projets, combien ils investissent en recherche et développement. Aujourd'hui, certaines études tendent à montrer que le poids du marché du biomimétisme, donc la quantité de recherche et développement allouée au biomimétisme, c'est environ 35 milliards de dollars à l'échelle internationale. C'est à la fois beaucoup et encore peu. Par contre, le bon chiffre, c'est que l'indice de croissance composite, il est de 8,3%. Donc, chaque année, ce domaine croît d'environ 8,3%. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, sur la question, pour rebondir sur ce que disait Laura, à titre très personnel, moi, je crois très peu, en tout cas, en premier lieu, c'est-à-dire dans les premières années, au soutien des pouvoirs publics. Parce que les institutions ou les pouvoirs publics, mine de rien, si on est un petit peu challengeant là-dessus, sont souvent plus suiveurs de tendances que faiseurs de tendance. Par contre, ils peuvent les accélérer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura réellement fait nos preuves sur des dizaines de projets industriels avec des grands groupes qui seront des ambassadeurs et diront « ça marche », c'est là où les pouvoirs publics auront un rôle de catalyseur à réinvestir massivement, par exemple pour organiser des très gros événements, pour faire des sommets comme ils le font depuis maintenant quelques années dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est plus ça qu'on va voir se jouer. L'avenir dira si j'ai raison sur ce point-là. En tout cas, la bonne nouvelle maintenant, c'est quand même que dans le portefeuille client qu'on voit, c'est devenu quelque chose de très crédible. C'est devenu quelque chose qu'ils disent, par exemple dans leur comité de direction, leur COMEX, etc. Donc c'est devenu un outil qui est clairement dans la poche, on va dire, d'atouts à sortir de la part des industriels. C'est un petit peu ça la tendance. Sandra Rey, pour Anima, vous pouvez vous aussi témoigner d'un vrai dynamisme à l'international ? Oui, alors juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a un rôle aussi, alors qui n'est pas forcément lié aux industriels, mais aussi lié à tout l'écosystème start-up qui est quand même à l'origine d'une grosse masse de l'innovation aujourd'hui en France et dans le monde. Il y a le rôle des pouvoirs publics où effectivement c'est compliqué de se positionner tant que c'est pas à l'échelle. En général, ça arrive plutôt après. Mais il y a aussi le rôle du financement privé et la mobilisation des investisseurs qui de plus en plus investissent dans la deep tech, là où ils ont beaucoup investi dans le software. Et donc moi, je crois aussi beaucoup à la connexion entre cet écosystème du biomimétisme qui est en fait effectivement assez fort, et notamment en France, mais qui doit se connecter aux autres écosystèmes, justement de la deep tech, de la low tech, des matériaux biosourcés, en faisant des ponts en fait avec des écosystèmes existants, parce que ces ponts-là, ils existent de manière assez naturelle. Et sur le sujet de l'international, clairement, il y a un essor partout dans le monde. Nous, on organise annuellement un concours pour justement repérer des chercheurs qui travaillent sur des sujets bio-inspirés qui veulent en créer des startups. Sur l'édition de cette année, on a eu des candidatures dans 19 pays. Donc, ça fait quand même un panel très, très large. Je rejoins Sydney sur beaucoup de projets aux US. On touche assez peu, nous, la cible chinoise, mais clairement, on le voit sur notre plateforme Asteria que, effectivement, une grosse part des brevets sont aujourd'hui déposés par la Chine. Mais cet essor, il est partout. Il y a également en Europe des hubs du biomimétisme ou des organisations comme peuvent être le CBIOS dans chacun des pays européens, dans chacun des pays d'Amérique du Sud, en Afrique du Sud. Enfin voilà, il y a quand même un écosystème qui est dynamique, mais pour moi, il a besoin aujourd'hui de se connecter aux autres écosystèmes. C'était bien d'avoir créé un peu cet entre-soi et ce noyau très solide qu'il y a aujourd'hui, et maintenant, il faut qu'on aille porter le message vers l'extérieur. On va retrouver Nassardine Genfood pour la première chronique. Bonjour Nassardine, vous êtes docteur en génie mécanique chez Capgemini Engineering. Vous venez de conduire un projet avec Capgemini, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc en fait, on a travaillé avec Capgemini depuis 2020 sur un premier projet autour de l'amélioration de l'aérodynamisme des poids lourds. Donc ce projet, il s'appelle INSIDE, donc pour Introducing Natural Shapes in Design. Et en fait, l'idée, c'était d'introduire pour la première fois la bioinspiration, donc dans un projet en interne, incluant de la conception mécanique. Donc l'idée concrètement, c'était de s'inspirer d'espèces biologiques pour revoir certaines formes. Donc par exemple, on s'est appuyé sur des têtes d'animaux, comme le phoque, le poisson-coffre ou encore le guépard, pour imaginer de nouvelles formes de cabines plus aérodynamiques. Ou encore les rétroviseurs caméra, donc en s'inspirant cette fois-ci des ailes d'oiseaux, et donc plus précisément par exemple des rémiges donc en modèle, toujours pour améliorer donc l'aérodynamisme. Et depuis le début de l'année, on a lancé un nouveau projet, cette fois-ci sur la conception de drones sous-marins. Et là encore, la bioinspiration sera utilisée pour développer donc certains assets technologiques, par exemple sur des modes de propulsion bioinspirés pour remplacer les hélices classiques,
ou encore sur la navigation autonome, donc cette fois-ci en s'inspirant des mécanismes utilisés par la faune marine pour s'orienter donc sans GPS. Et comment, Nassardine, ce type de projet est accueilli alors par les consultants ? Alors honnêtement, c'est très bien accueilli. Donc déjà parce que en tant qu'être humain, on est naturellement, on va dire, fasciné par la nature et son ingéniosité. Après, pour beaucoup de consultants, c'est une vraie découverte. Ils voient concrètement comment cette inspiration peut s'appliquer à des problématiques industrielles réelles. Et en fait, ce qui va les motiver, c'est qu'ils découvrent finalement une nouvelle base de données, donc qui est la nature. Et c'est une source finalement immense dans laquelle on peut aller chercher des solutions pertinentes à nos problèmes et qu'ils pourront finalement potentiellement réutiliser dans d'autres projets ou chez d'autres partenaires. Et comment est-ce que vous voyez les choses alors dans le futur ? Alors dans le futur, l'idée elle est assez claire. On continue à développer des assets technologiques, donc grâce à la bioinspiration, que ce soit en interne ou avec nos partenaires. Mais surtout, on veut pousser davantage ces technologies, donc montrer qu'elles fonctionnent, qu'elles est pertinente et qu'elles peuvent vraiment aider à répondre aux défis écologiques et de soutenabilité donc qu'on va devoir relever dans les prochaines années. Voilà, une chronique enregistrée un peu avant l'enregistrement de ce podcast. Merci Nassardine Ganfoud, vous êtes docteur en génie mécanique chez Capgemini Engineering. On vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième chronique. Sidney Rostand, fondateur et président de Bionov Group. Quels sont les matériaux bio-inspirés principalement identifiés ? Alors je pense qu'au niveau des matériaux, ce qui est le plus présent, c'est la fonctionnalisation des surfaces. C'est ce qu'on observe la plupart du temps. Fonctionnaliser une surface, ça va être lui donner par exemple, lui conférer des propriétés d'absorption acoustique, d'absorption au choc. Ça peut être de l'amélioration de l'adhérence ou à l'inverse de lubrification, donc tout ce qui va être la tribologie et la science des surfaces. Ça, c'est très très présent et évidemment aussi les propriétés thermiques. Je peux vous donner un exemple parce que je résiste quand même pas à ça. Récemment, on nous a consulté sur le fait de réussir à réduire en fait les problématiques thermiques sur du ferroviaire. Donc c'est pour des marchés principalement méditerranéens, voire même des marchés, par exemple aux Émirats Arabes Unis ou autres, où vous avez en fait forcément, dans ces domaines-là, des éléments ou des composants ferroviaires qui vont être sous forte tension thermique, donc à cause du rayonnement solaire, évidemment de la température ambiante. Dans ce cadre précis, tout type de composants ferroviaires, que ce soit des batteries, que ce soit tout simplement aussi la cabine ou autre, est soumis effectivement à ces contraintes-là. Et donc là, on va faire de l'innovation sur des matériaux bio-inspirés. Concrètement, on va se poser la question, comment est-ce que la nature développe des matériaux qui résistent à des fortes contraintes en chaleur. Donc soit par exemple pour dissiper la chaleur, soit pour résister au rayonnement solaire. Exemple super intéressant, que nous on maîtrise assez bien, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, c'est la fourmi du Sahara, qu'on appelle aussi fourmi argentée. C'est une fourmi extrémophile, donc en fait elle va vivre dans le désert du Sahara, il fait très très chaud, il y a un énorme rayonnement solaire et le sable est aussi chaud lui-même, et donc en fait sa technique pour survivre à ça, c'est d'avoir une texturation de surface très précise sur ses poils, qui permet à la fois une réflexion en fait des angles, des rayons incidents, donc du soleil en tant que tel, et en même temps d'optimiser le chemin des infrarouges vers la sortie. On dissipe aussi de la chaleur, tout organisme vivant, tout élément d'ailleurs, dissipe de la chaleur dans les infrarouges, donc celle-là est aussi améliorée. Donc la manière dont on s'y prend, je ne vais pas révéler tous les détails techniques évidemment, mais la manière dont on s'y prend, ça va être de travailler une surface d'un composant ferroviaire, il faut s'imaginer quand même la chose, pour lui conférer des meilleures propriétés en résistance au rayonnement solaire incident. On a 97% de réflexion, 97% des rayons sont renvoyés, et en même temps d'améliorer l'émission dans les infrarouges. Donc ça, c'est un très bon exemple de ce qui se fait sur les matériaux bio-inspirés. Et dernier point qui est aussi super important, c'est qu'il y a aussi évidemment pas que la fonctionnalisation des surfaces. En tant que tel, on peut aussi travailler sur les matériaux utilisés en tant que tel. Nous, on le fait avec beaucoup d'alliage des métaux, de l'alliage métallique ou autre, et beaucoup évidemment de polymères pétrosourcés. On le voit aujourd'hui et c'est un peu à la frontière avec les biomatériaux en tant que tels, donc le biosourcing, c'est que le vivant va utiliser plutôt des polysaccharides, va utiliser, si on parle par exemple des couleurs, va utiliser des actifs chimiques qui sont complètement différents. Donc là aussi, on voit énormément de choses émerger dans les matériaux plus durables et plus facilement recyclables. Laura Magro, pour le CBIOS, vous faites la distinction entre les matériaux bio-inspirés et les nouveaux matériaux qu'on appelle d'ailleurs biomatériaux. Oui, c'est ce qui commence à évoquer effectivement Sidney. Sidney a beaucoup parlé de tout le courant des surfaces bio-inspirées, qui est effectivement un énorme domaine aux fonctions et aux propriétés indispensables pour l'ensemble de l'industrie. Dans la chronique précédente de Nassardine, on entendait beaucoup parler aussi de l'optimisation de forme en termes de propriétés hydrodynamiques, par exemple. C'est aussi un énorme enjeu. Le plus gros défi des matériaux bio-inspirés, c'est la structuration multi-échelle. C'est de comprendre que
En fait, le vivant est capable d'obtenir un compromis entre ses propriétés fonctionnelles et son cycle de vie vertueux de la matière première à la recyclabilité parce qu'il a structuré sa matière depuis la molécule, l'échelle nanométrique, l'échelle micrométrique et l'échelle méso. Donc, l'optimisation de forme un peu macroscopique qu'on peut envisager pour un véhicule, il faut imaginer que si je zoome sur une carapace de crustacés, en fait, je vais avoir une information d'échelle d'organisation de la matière pertinente, quel que soit mon niveau de zoom. Donc le vrai défi de l'industrie sur les matériaux bio-inspirés, c'est bien dans des matériaux, on va dire, conventionnels, techniques de l'industrie, donc des alliages mécaniques, des céramiques ou des polymères, d'avoir ce même niveau de structuration. Et donc il y a des entreprises très concrètement qui travaillent là-dessus, Elocoid Industries, Modulatio, Sparxel, Intropic Materials, qui développent des matériaux à partir de matières premières usuelles de l'industrie, mais avec ce niveau d'organisation. En parallèle, il y a ce courant biomatériaux qui va travailler le mycélium de champignons, travailler des polymères produits par des bactéries ou par des algues comme Dionymère ou Polymaris. Et enfin, l'échelle qui va être intéressante, c'est commencer à hybrider tout ça, gagner ce niveau d'organisation dans des biomatériaux ou alors des matériaux hybrides comme des bétons autocicatrisants parce que c'est du béton mais qu'on y met des bactéries qui vont combler les fissures par exemple. Et le biomimétisme, c'est cette approche un peu unifiée qui permet d'explorer ces différentes facettes séparément et de les combiner un jour. Sandra Rey, vous distinguez 2 typologies de biomatériaux avec chacun leurs enjeux. Oui, en fait, c'est intéressant dans la continuité de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a effectivement des matériaux architecturés avec des structures, des nanostructures, et il y a des biomatériaux. Et le point commun à tout ça, pour que ça puisse passer à l'échelle, c'est comment est-ce qu'on industrialise. Et donc ça, c'est un gros sujet, évidemment. Comment est-ce qu'on crée les bons process industriels, les bonnes technologies de nanomanufacture qui sont accessibles en termes de coûts et qui permettent à toutes ces inspirations incroyables de matières fonctionnalisées, de matières nano-architecturées, de vraiment passer à l'échelle à des coûts qui sont acceptables par l'industrie. Et ça, on voit tout un courant en ce moment, effectivement, de start-up qui travaillent autour de ça. Nanoscale, par exemple, qui a réussi à faire que maintenant, on a des surfaces autour de 1 cm de $1 du mètre carré, ce qui est globalement 1000 fois moins que ce qui était aujourd'hui possible. Donc, ça rend possible en fait tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier comment est-ce qu'on passe ces incroyables traductions à l'échelle. Et dans les biomatériaux, effectivement, ce qu'on voit très souvent, c'est 2 problèmes. C'est comment est-ce que dans ces biomatériaux, on arrive à organiser la supply chain, c'est-à-dire toutes les matières premières qui servent à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la récolte, elle est organisée? Est-ce qu'elle est passable à l'échelle? Est-ce qu'on est capable de stocker? Et donc tout ça, c'est un vrai sujet. On voit un essor énorme de biomatériaux, mais moi, dans mon analyse de ces dossiers-là, très souvent, ça pêche à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut innover et sur le matériau et sur la supply chain. Et le 3e point qui est très important dans les biomatériaux, c'est que ça rentre dans des process industriels des entreprises qui vont l'utiliser. Et donc, si ça demande de créer des nouvelles machines, donc de faire changer toute la chaîne de production des industriels, etc., c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que c'est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de financement, beaucoup de temps, et ça demande surtout, ce qui est le plus dur, une vraie volonté de changement et une impulsion très forte des industriels qui ne sont aujourd'hui dans un contexte comme on l'est un peu tendu économiquement et géopolitiquement, pas capables d'offrir. Et donc, il y a vraiment un sujet de se dire comment est-ce que toutes ces innovations bio-inspirées, très rapidement, on identifie ce qui va permettre de les passer à l'échelle et les rendre industrialisables en innovant sur les procédés et en étant très vigilant sur la manière dont on structure les projets. Vous parliez de passage à l'échelle, Sandra Rey. Vous dites aussi qu'il y a 2 facteurs d'accélération. D'une part, la manière de trouver des idées pour créer de nouveaux concepts, et puis de l'autre, une vague de nouvelles technologies à des coûts acceptables. Oui, en fait, aujourd'hui, pour moi, pour faire plus de biomimétisme à plus grande échelle, il faut effectivement s'appuyer sur des outils. Donc, je parlais à l'instant des outils de procédés industriels. Comment est-ce qu'on est capable de produire peu cher les surfaces, les innovations qu'on dessine. Et évidemment, il y a comment est-ce qu'on rend accessible cette donnée biologique au plus grand nombre et cette méthodologie de traduction. Et ça, évidemment, nous, une de nos réponses, c'est effectivement d'avoir investi dans une plateforme d'intelligence artificielle qui va être capable de faire ce pont entre les articles scientifiques, les publications, les brevets, dans un nombre de données extrêmement grand. Et à l'intérieur d'Asteria, un industriel peut aller interroger directement le vivant à partir de toute cette donnée pour faire cette traduction de la biologie à l'ingénierie. Et donc, ça rend autonome. Et donc, évidemment, ça se diffuse dans les entreprises. Ça permet de plus juste vouloir de faire du biomimétisme, mais juste vouloir répondre à son problème technologique en utilisant, du coup, cet outil assez puissant. Laura Magro, pour le CBIOS, on part finalement de la conception industrielle, puis il y a cette question de l'industrialisation avec ces nouvelles approches technologiques. Oui, pour moi, il y a 2 éléments essentiels dans ce transfert de l'idée bio-inspirée à l'innovation industrielle. Le premier, ça va être
la question de la transposition d'échelle, c'est-à-dire que tout à l'heure quand on mentionnait l'intérêt pour tel insecte, pour ses propriétés mécaniques ou thermiques, une fois que je le mets dans le moteur d'un véhicule, le champ de contraintes mécaniques ou thermiques est pas du tout le même. Donc il y a un enjeu de transposition. Pour ça, on a un levier, ça va être la modélisation ou la simulation numérique qui va permettre de voir si, en changeant de matériaux, en changeant de gamme de taille, est-ce que les propriétés physiques ou les propriétés d'intérêt que j'ai vues sur mon insecte, c'est compatible. Donc aujourd'hui, Cebios, nous on a une thèse partenariale sur ce sujet pour vraiment faire le pont entre ce mécanisme biologique initial et une solution technique finale potentielle. Et c'est un outil de dialogue entre le biologiste et l'ingénieur. Deuxième point, ça va être effectivement, comme mentionnait Sandra, ces procédés de manufacture. Il y a plein de technologies émergentes. Nous, on croit aussi beaucoup au détournement de technologies existantes. On travaille, par exemple, en étroite collaboration avec le CETIM, Centre technique des industries mécaniques, et les mettre très tôt dans la boucle, ça permet que, potentiellement, il y ait des technologies qui servaient à autre chose, qui avaient une autre finalité, mais qu'on pourrait détourner au profit de ces matériaux bio-inspirés, hiérarchisés, multi-échelles. Sidney Rostand, vous êtes en train de lever des fonds justement autour de ces sujets ? Oui, alors je suis un grand partisan du clé en main. Notre métier historique chez Bionov, c'était du conseil et de l'engineering. Donc, pendant des années, on avait toute une équipe d'experts qui répondaient à des problématiques chez nos partenaires. Et ils ont effectivement commencé à nous dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de pouvoir le faire plus rapidement, plus massivement ? Concrètement, si on a un acteur de l'industrie qui nous commandait avant 1 ou 2 sujets par année, aujourd'hui, ils nous disent, mais nous, des sujets, on en a 30 ou 40 par an. On a plein d'ingénieurs qui ont des problématiques. Et donc, effectivement, on lève des fonds sur une nouvelle entreprise qui s'appelle Bionov Forge. En fait, c'est une filiale qui va être un logiciel d'intelligence artificielle biomimétique. Donc, le but, en fait, c'est vous êtes un utilisateur, vous avez une problématique donnée, vous la soumettez en fait à cet outil-là, et l'outil va vous générer des concepts biomimétiques, et ensuite, il va vous permettre de les prototyper, de faire aussi de la simulation, etc. Donc, dans ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça montre aussi une chose, et qui est, je pense, fondamentale, c'est que si vous avez des concurrents qui émergent sur un domaine et sur un secteur, ça veut dire que ce secteur se porte bien, et ça veut dire qu'il est crédible. Sandra Rey, est-ce que l'IA change la donne ? Oui. Définitivement, elle va pas résoudre tous les problèmes, mais l'IA change la donne à 3 niveaux. Déjà parce que l'IA, elle est capable de traiter massivement de la donnée, que moi, être humain, même si je suis le meilleur ingénieur du monde, malheureusement, je ne vais pas être capable de traiter. Donc évidemment, ça va être intéressant, et puis surtout, l'IA, elle va permettre de faire des ponts entre ces données, que nous, on n'aurait peut-être pas vu. Donc ça permet aussi de renforcer, on parlait de création de concepts, ça permet du coup de créer des concepts forts et qui s'appuient sur toute cette littérature scientifique qui est disponible. La deuxième chose, c'est que ça va vraiment permettre de faire cette traduction. Un des sujets du biomimétisme, c'est que quand je ne suis pas biologiste, c'est compliqué de lire une publication en biologie et je ne parle globalement pas le même langage. Donc l'objectif, ça va être de se dire comment est-ce que je traduis ce mécanisme biologique en des concepts physiques et chimiques qui vont me parler moi en tant qu'ingénieur et qui vont me permettre aussi d'intégrer mes contraintes. Et la troisième chose, c'est l'autonomisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate à peu près 1 an après le lancement de la plateforme. On a des clients qui vont maintenant quotidiennement sur la plateforme. Il y a plus de 400 projets industriels qui ont été créés sur la plateforme. Et ça, c'est très nouveau en fait. Le fait de l'intégrer dans leur propre process de travail, c'est hyper nouveau et évidemment, ça va créer toute une dynamique, j'espère, incroyable ensuite de plein de nouveaux projets qui vont aller jusqu'au bout. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'accompagner à travers l'IA, d'être extrêmement rigoureux aussi sur la manière dont on traite les agents d'IA qui vont faire, c'est-à-dire vraiment leur apprendre la méthodologie du biomimétisme, être très rigoureux et comme on le disait tout à l'heure, penser pas seulement copier une stratégie biologique, mais comment est-ce qu'on va intégrer les bons matériaux, la bonne manufacture, comment est-ce qu'on va créer les bons protocoles de prototypage, comment est-ce qu'on va accompagner vers de la simulation, comment est-ce qu'à la fin l'IA va aussi être capable de faire une analyse de durabilité, qu'est-ce que ça change en fait, le concept que j'ai réussi à pondre. Et donc il y a vraiment un sujet d'accompagnement et ça l'IA permet de le faire d'une manière tellement naturelle que c'est évidemment un très très bel accélérateur. Sidney Rostand, l'IA au service du biomimétisme, sans doute, mais est-ce que le biomimétisme peut lui aussi être au service de l'IA ? Oui, je vois 2 points principaux. Le premier, c'est les data centers. Les data centers, c'est très énergivore. Je parlais tout à l'heure de thermique, ça doit être régulé thermiquement. Donc tout ce qu'on peut faire pour des échangeurs de chaleur, par exemple, au niveau des serveurs, pour faire en sorte qu'ils dissipent mieux la chaleur et que donc du coup ces serveurs tiennent plus dans le temps, c'est super intéressant. Et deuxième point, donc au-delà du hardware au sens data de la question, le biomimétisme en tant que tel, et sans qu'on le sache encore une fois, est utilisé depuis des années dans des algorithmes en intelligence artificielle. Et je pense que le point principal, le front d'innovation qu'il y a en ce moment, c'est tout ce qui va être analyse d'images, donc soit pour des véhicules autonomes, soit dans la santé, où en fait vous avez de très nombreux organismes vivants avec une densité neuronale très faible, sont capables de discriminer de la donnée et de faire des choix en fait dans les différentes couches neuronales sur cette donnée-là. Et donc nous, par exemple, on développe des algorithmes d'intelligence artificielle pour des véhicules
autonomes, pour des drones, calcul de trajectoire, détection ou anticipation d'obstacles, qui sont bio-inspirés. Donc là, effectivement, le biomimétisme peut lui aussi être utile pour l'IA. Laura Magro, pour le CBIOS, vous émettez quand même une réserve sur les procédés de fabrication associés qui, eux, ne sont pas encore clairement définis. Alors, mes réserves, elles ne sont pas forcément exactement là. C'est plutôt, oui, l'IA, c'est une réelle opportunité d'explorer ce big data du vivant. Ça, c'est indéniable. L'IA, ou juste la plateforme numérique, réel enjeu d'autonomisation et de passage à l'échelle, j'en suis convaincue. Moi, j'ai 2 réserves qui sont plutôt sur la donnée initiale. En fait, cette donnée biologique, oui, il y a beaucoup de choses disponibles, évidemment, à explorer. Mais comment est-ce qu'on maintient un haut niveau d'exigence sur qui produit cette donnée biologique, comment on en est garant. Donc, nous, on est très proche, évidemment, du Muséum d'histoire naturelle qui fait partie de nos fondateurs et nos alliés du début. Donc voilà, maintenir un lien avec le matériau de départ et pas juste un fantasme numérique comme ça peut avec arriver. La vraie vie, quoi. Exactement. Et le deuxième point, c'est en termes d'analyse d'impact. Est-ce qu'on est sûr que ces solutions bio-inspirées qu'on espère réellement plus durables, est-ce que l'impact de l'IA sur l'ensemble de son cycle de vie est réellement contrebalancé par l'impact attendu de ces nouvelles solutions? Donc, soyons pragmatiques aussi sur ce bénéfice-risque. Aujourd'hui, maîtriser chaque technologie ne suffit plus. Intelligence artificielle, nouvelle connectivité, réalité virtuelle, quantique. Les technologies convergent et ça change tout. Comment adapter son entreprise et former ses équipes? Comment anticiper l'impact sociétal et environnemental de cette révolution? Chaque semaine, nos experts et nos invités se réunissent pour parler tech dans un monde qui se transforme. Débats, chroniques, témoignages, le futur s'écoute dès à présent dans Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous. On va retrouver Nassardine Ganfoud pour sa deuxième chronique. Nassardine, je le rappelle, vous êtes docteur en génie mécanique chez Capgemini Engineering. Vous intervenez régulièrement auprès de jeunes ingénieurs. Quel constat est-ce que vous faites? Alors, en fait, j'ai un petit rituel. Donc, avant de commencer mon intervention, je fais systématiquement un petit sondage avant de commencer. Et le constat, il est assez intéressant puisque on va avoir au maximum 50% des étudiants qui connaissent le biomimétisme. Donc, ça peut paraître pas mal, mais quand on compare avec l'IA, par exemple, on est à 100% finalement de connaissances. Donc, ça interroge. Parce que la nature, elle existe depuis des milliards d'années, elle a toujours inspiré l'être humain, et pourtant, la bio-inspiration reste encore une démarche assez peu connue des étudiants, justement, et qui sont finalement, tout comme les consultants, très enthousiastes quand ils découvrent cette démarche. Quel type de formation existe actuellement qui intègre justement la démarche de bio-inspiration? Donc, on peut distinguer 2 grandes approches au niveau des formations. Donc, pour les entreprises, il existe des formations via des organismes spécialisés, par exemple comme le CBIOS, qui va accompagner sur cette méthodologie-là. Et côté étudiant, on va finalement avoir une vraie évolution ces dernières années, avec de plus en plus de masters spécialisés. Donc certains qui intègrent la bio-inspiration de manière partielle, d'autres qui en font vraiment un fil conducteur du cursus. Et par exemple, on peut citer l'Université de Pau, avec son parcours sur les matériaux bio-inspirés, ou encore l'École centrale de Lyon, avec le master qui s'appelle BioSurf, et qui est entièrement dédié aux surfaces bio-inspirées. Et finalement, ces masters, ils intègrent des modules biomimétisme qui vont permettre aux étudiants d'explorer tout le potentiel de la bio-inspiration, bien au-delà de leur simple spécialisation. Et pourquoi est-ce que c'est important de former dès maintenant alors les ingénieurs de demain, Nassardine? Et je dirais finalement pour 3 raisons principales. Donc la première, c'est que le métier d'ingénieur, c'est avant tout de résoudre des problèmes. Et finalement, la nature, elle, ça fait aussi justement des millions d'années qu'elle en résout. Donc notamment en termes de gestion de l'énergie, en termes de déplacement, en termes d'organisation pour certaines espèces qui vivent par exemple en colonie. Donc ne pas utiliser cette base de données, ce serait passer à côté d'une source énorme de solutions qui ont finalement déjà été éprouvées. La deuxième raison, c'est qu'une fois qu'on comprend ça, on commence à voir la nature différemment. Donc elle devient presque finalement un partenaire du projet. Et donc naturellement, on prend beaucoup plus conscience qu'il faut aussi la préserver. Et finalement, la troisième raison, c'est que les solutions issues de la nature sont, par définition, compatibles avec leur environnement. Elles sont efficaces, sobres et non polluantes. Et finalement, aujourd'hui, avec les enjeux écologiques qu'on connaît, c'est clairement une source d'inspiration extrêmement pertinente pour les ingénieurs pour pouvoir concevoir finalement des technologies plus durables. Merci Nassardine Ganfoud. Je le rappelle, vous êtes docteur en génie mécanique chez Capgemini Engineering. Une dernière question est essentielle pour un podcast qui s'appelle Écoutons le futur. Comment on se projette sur 2030, 2040? Sidney Rostand, qu'est-ce que vous constatez alors chez vos clients? Quelles sont les grandes tendances? Je pense tout simplement qu'il va y avoir une accélération du biomimétisme. Cette accélération, elle se fera principalement, je pense, sous la double pression concurrentielle venue d'Asie. Aujourd'hui, les industriels occidentaux et de manière générale
toute l'industrie subit une pression concurrentielle très importante. S'il faut être compétitif, il faut innover. Donc, s'il faut innover, il faut trouver le plus de méthodes possibles pour le faire. Et s'il faut trouver le plus de méthodes possibles pour le faire, il faut aussi le biomimétisme, ou en tout cas, le biomimétisme a des chances d'être sélectionné dans ces méthodes-là. Deuxième pression, effectivement, c'est la pression réglementaire. Je pense, et je reste pragmatique sur ce point-là, c'est pas forcément juste du bon vouloir pour lequel les industriels vont se transformer et vont créer des matériaux écologiques ou autres. C'est pas juste une question d'éthique. Et quand on va taper dans leur porte-monnaie, c'est là qu'ils se transforment. Et c'est là où les administrations et le pouvoir politique est important. S'ils créent des normes, s'ils créent des réglementations, c'est comme ça que les industriels vont avoir la pression pour se transformer. Et donc, combiner ces deux, la pression concurrentielle et la pression réglementaire, c'est un des meilleurs facteurs d'essor du biomimétisme. Donc, je pense que c'est pas forcément si inaccessible pour le biomimétisme dans une dizaine ou quinzaine d'années d'être vraiment un domaine qui est plus rigoureusement et plus systématiquement utilisé dans les états-majors des grands centres de recherche et de développement, dans les grands industriels et aussi dans les PME, et ça c'est important. Et Laura Magro, pour vous, la rupture majeure sera l'hybridation, biologie, technologie ? Oui, pour moi, c'est vraiment ce couplage-là qui a beaucoup de potentiel pour la suite. On l'a vu dans les années 90, timidement, avec cette question matériaux bio-inspirés ou les biotech qui viennent revisiter notre manière de faire de la chimie. Si on traduit ça et qu'on l'exporte à tous les secteurs d'application, je pense qu'il y a un réel potentiel de transformation. On mentionnait tout à l'heure pour la gestion de l'information, les data centers, le potentiel biomimétisme pour le refroidissement ou pour les algorithmes. Si je vais plus loin, on a aujourd'hui Biomemory qui fait du stockage de données sur ADN. Donc là, la frontière entre technologie et biologie, elle n'existe plus en fait. On a vraiment une réelle hybridation. On a d'un certain nombre de groupes de recherche qui vont vraiment sur ce couplage neurosciences et IA, sciences du numérique en général. Et si on va plus loin, notre cerveau, c'est un calculateur très très performant qui est fabriqué uniquement à base de polymères, de sucre, pas de silicium et qui consomme très peu d'énergie. Donc à quand des calculateurs qui intègrent des biomolécules ou des cellules ou des bactéries. Vraiment, voilà, ce couplage-là me semble très très vertueux. Un autre élément que je voudrais mentionner aussi pour conclure, c'est ce changement d'échelle. Entre là, on a parlé beaucoup de l'échelle ingénierie, procédés, matériaux, manufacture, produits finis. En fait, il se passe aussi beaucoup de choses à l'échelle des infrastructures, des sites industriels, des quartiers urbains ou des territoires. Et donc là, on a un biomimétisme à l'échelle des écosystèmes où en termes d'impact, c'est pas juste de l'éco-conception, mais c'est de la régénération, c'est des services écosystémiques. Et voilà, c'est aussi un secteur essentiel. Et pour le foncier des industriels et des entreprises, c'est un vrai levier aussi de changement d'échelle en termes d'impact. Sandra Ré, est-ce que vous voyez la nature comme une réponse aux besoins de souveraineté que pose, on peut le dire, le contexte géopolitique actuel? Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment où on a besoin vraiment de repenser les choses en profondeur parce qu'on enchaîne crise sur crise. On a une crise énergétique, là où l'énergie n'était pas forcément un sujet avant. Aujourd'hui, on a une crise énergétique qui nous oblige à changer nos modèles et évidemment, la nature est très forte là-dedans. On a une crise en termes de matières premières qui était pareil, beaucoup moins un sujet il y a quelques années, qui nous oblige à repenser tout ça. Donc, ces crises-là sont évidemment un facteur de changement profond sur lequel la nature peut apporter des solutions. Et forcément, tout ça, c'est très lié à comment est-ce qu'on retrouve cette souveraineté industrielle. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel d'aller regarder dans le vivant qui agit comme ça, puisque le vivant ne fonctionne que de manière ultra locale. Et donc, si on pense ça à l'échelle du pays, c'est intéressant. Et le deuxième point, c'est que si on se projette aussi à horizon 2030-2040, dans un monde où on pensait que tout ça, c'était des crises, mais on voit bien que ça ne va pas s'arrêter, qu'il y en aura une autre. Et donc, c'est plus un système de gestion de crise. C'est juste comment est-ce qu'on s'adapte à un monde qui est nouveau. Je pense qu'il y a un vrai besoin de recréer des imaginaires positif, de recréer un storytelling, une histoire. Et la nature a ça de beau et de force de pouvoir raconter ces histoires-là qui sont désirables. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde qu'on recrée ces imaginaires-là à partir de vivants. C'est la fin de cette discussion passionnante. Merci Sandra Ré, vous êtes fondatrice de Glowy, dont on a peu parlé pendant ce podcast, et Glowy dont on a beaucoup entendu parler en revanche, et puis cofondatrice et PDG d'Anima. Merci pour votre intervention, votre participation. Laura Magro, merci aussi. Vous êtes directrice du développement scientifique du CBIOS. Et puis Sidney Rostand, vous êtes fondateur et président de Bionov Group. Merci aussi à Nassardine Gantfood, notre chroniqueur du jour, docteur en génie mécanique chez Capgemini Engineering. Alors, si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laissez des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. Partagez aussi cet épisode avec votre entourage. Nous n'avons probablement pas répondu à toutes les questions que vous vous posez, vous les internautes, mais on a pu, pendant presque une heure, débattre, définir ou encore rêver autour du futur.